Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Non, c'est pas l'anniversaire de la mort de Bob Marley, Jean-Paul. Non, même si on n'est pas loin de l'anniversaire de sa naissance, parce que nous sommes le 15 février. Lui, il était né le 6 février 1945. Donc, le mois de février, c'est quand même un mois d'anniversaire. Non, on parle de Bob Marley, on écoute en fond sonore la chanson One Love, parce que hier, c'était la sortie mondiale du premier biopic consacré à Bob Marley. Alors, il faut savoir qu'un biopic, c'est un film qui retrace soit la vie, soit une partie de la vie d'une personnalité qui aura marqué l'histoire. Et donc, un peu comme Oppenheimer dont on avait parlé une fois ici en passant. Donc, un peu, il faut savoir que depuis environ 4-5 ans, si tu veux, les biopics sont véritablement, on le vend en poupe, quoi, à Hollywood. Et donc, jusqu'à présent, il était un peu inconcevable qu'une personnalité qui ait autant marqué l'histoire d'une île qui s'appelle la Jamaïque et l'histoire de la musique à travers le reggae comme Bob Marley, ne puisse pas avoir un film qui parle de lui. Et d'autant plus qu'en 2012, Kevin MacDonald avait sorti un documentaire sur la vie de Bob Marley qui était très intéressant d'un point de vue historique parce que il était enrichi d'images provenant de la famille, si tu veux, la collection personnelle de la famille Marley. Et c'est un documentaire aussi qui avait été produit par la famille Marley. Donc, vu le succès qu'avait suscité ce documentaire-là en 2012, donc tout le monde se demandait à quand est-ce qu'on aurait droit à un biopic sur Bob Marley. Et donc, il faut savoir que le projet était dans les valises de la famille Marley depuis des années, parce que c'est la famille de Bob Marley qui gère les droits de celui-ci. Et donc, depuis des années, le projet était un peu dans les cartons. Et il n'arrivait pas à se concrétiser pour un certain nombre de raisons. D'abord, la première, c'est que la famille estimait qu'il fallait trouver à la fois le bon réalisateur pour pouvoir véritablement mettre en image l'histoire de quand même cette personnalité assez à part que représente Bob Marley. Et puis, il fallait avoir les acteurs pour interpréter les deux principaux personnages, si on veut dire, dans cette histoire, c'est Bob Marley et Rita Marley, parce qu'il n'y a pas Bob sans Rita, ni Rita sans Bob. Et donc, l'année dernière, il faut savoir que la famille avait annoncé être tombé d'accord sur le choix d'un réalisateur. Il s'agit de Reynaldo Marcus Green, qui avait fait la méthode Williams, notamment avec Will Smith. Donc, c'est lui qui a obtenu les faveurs de la famille. Et donc, Ziggy Marley, en tant que représentant, c'est le fils aîné de Bob Marley. Il est le producteur de ce film-là. Et puis, celle qui va incarner la figure de Rita Marley, c'est Lashana Lynch, que l'on a vu dans les derniers James Bond, qui a joué, qui avait tenu le rôle de l'agent 007. Et dans le film, la nouvelle qui veut prendre le rôle, elle n'a pas tenu, elle veut prendre le rôle. Non, je dis dans le dernier James Bond, elle avait obtenu le matricule 007 le temps que James Bond était suspendu. C'est cette actrice-là. Alors, les deux sont des actrices britanniques, d'accord, même s'ils ont une lointaine parenté jamaïcaine. Et donc, ce film-là a été tourné quasi intégralement en Jamaïque, avec en dehors de ces deux acteurs principaux là qui sont des Britanniques, mais le reste des figurants, le reste des acteurs de ce film-là sont des Jamaïcains, et le film a été tourné en quasi-totalité en Jamaïque, et donc on est revenu un peu dans le décor naturel de la vie de Bob Marley. Et donc, comme la vie de Bob Marley, elle est dense et riche, évidemment, faire un biopic sur toute sa vie aurait demandé peut-être de faire plusieurs parties. Non, ils se sont intéressés à une partie précise, c'est entre l'année 1976 et 1978. Donc, l'année où il avait sorti notamment 2 albums qui sont Rastaman Vibration et Exodus. Parce que à partir de 1973-74, Bob Marley sortait en moyenne un album par an. Et donc, pourquoi l'année 76 et de 76 à 78? En fait, c'est la période où Bob Marley est au sommet de sa carrière. C'est véritablement à partir de 1976, comme on dit dans le jargon musical, le gars a percé. Donc, il faut savoir qu'en 1976, il avait déjà plus de 15 ans d'expérience musicale, mais qui était soldée par de véritables échecs. Il commence véritablement... Il avait déjà plus de 15 ans. Oui, il avait déjà plus de 15 ans. Bob Marley. Oui, 15 ans. Il a commencé la musique à l'âge de 11-12 ans. Il a décidé d'en faire son métier à partir de l'âge de 15 ans. Et donc, à partir de là,
non, même pas 15 ans, l'âge de 13-14 ans, il avait décidé vraiment que c'est le métier. 13-14 ans, Jean-Paul, on ne prend pas de décision. Parce qu'en Jamaïque, il faut bien que, si on se replace dans le contexte, il est né d'un père qu'il n'a quasiment pas connu. Il a grandi dans un quartier populaire, dans un quartier pauvre, et donc très vite, il s'est désintéressé de l'école. Et donc, sa mère lui avait dit, où tu travailles, où tu sors de chez moi. Et donc, il a 13-14 ans. Quand il quitte l'école, il va commencer par faire des petits boulots de soudeur. Mais il va abandonner ça rapidement à la suite d'un petit accident de travail. Enfin, pas petit, il a quand même eu un accident de travail au cours duquel il a failli perdre un œil. Et donc, à partir de là, il va vraiment être dégoûté de ce travail de soudeur-là et il va faire d'autres petits boulots. Il va même émigrer aux États-Unis, dans le Delaware, où il va travailler dans l'usine de montage de Chrysler. Et donc, il va faire ces petits métiers parce qu'il n'avait pas la capacité de nourrir sa famille en tant que musicien. Mais donc, à partir de l'année 72-73, là, les choses commence à aller parce qu'il rencontre aussi Chris Blackwell qui est un Jamaïcain blanc mais qui vit au Royaume-Uni et qui a réussi dans la musique en étant un excellent producteur. Lui ne connaissait pas le reggae. Il entendait parler de Bob Marley parce qu'il est originaire de la Jamaïque aussi, parce qu'il faut savoir qu'en Jamaïque, il y a des Blancs, les descendants des colons britanniques qui étaient venus s'installer dans l'île. Et donc lui, Chris Blackwell, qui a eu une vie totalement à l'opposé de celle de Bob Marley, une vie dans un milieu très aisé, et donc qui a appris dans des écoles privées en Jamaïque. Après, il est allé à l'université à Londres, et puis il n'est plus jamais reparti en Jamaïque. Il s'est lancé dans la musique, et rapidement, il a eu du succès, et donc il est devenu producteur. Et donc, quand, tout à fait par hasard, à partir de 1971, il croise Bob Marley sur sa route, et puis ils discutent, et il tombe sous le charme d'abord de l'homme. Et il se dit, il y a un truc qu'on peut faire avec lui. Et en plus, nous deux, nous sommes originaires de la Jamaïque. Donc, c'est un moyen, à travers Bob Marley, de se reconnecter à la Jamaïque. Donc, bref, c'est ça, en fait. À partir de là, ils vont cheminer ensemble. Et le succès va arriver en 1976. Vraiment, Bob Marley au sommet de sa carrière. Il sort l'album Rastaman Vibration, qui est, d'un point de vue commercial, le meilleur album de Bob Marley. Donc, c'est de 1976 à 78. Et donc, c'est cette période-là, et on va parler effectivement d'un événement très important dans la vie de Bob Marley. C'est reparti. En fait, on va parler de deux choses. Un, l'organisation d'un concert qui s'appelait One Love, Peace Jamaica. C'est-à-dire, c'est un concert que Bob Marley avait organisé pour essayer de mettre un terme à la violence politique qui déchirait la Jamaïque à l'époque, entre Edward Seagar et Michael Manley, qui étaient les deux principaux leaders des deux principaux partis politiques, le Jamaican People's Party et le Liberal People's Party. Donc, ces deux grands partis-là qui tenaient un peu la Jamaïque en tenaille, avec derrière un arrière-plan, derrière ils avaient des gangs qui travaillaient pour eux. Et donc, c'est cette violence-là qui faisait que à l'époque, c'était Edward Seagar qui était au pouvoir. Et donc, lorsqu'il va arriver en Jamaïque pour organiser ce concert, dans la foulée, ceux qui vont le convaincre de venir faire ce concert, c'était deux anciens chefs de gang des deux camps rivaux. Et donc, en prison en Jamaïque, ils vont se rencontrer, ils vont décider d'enterrer la hache de guerre pour que la paix revienne, pour que plus les gens ne soient tués dans les ghettos. Parce que la chanson Johnny Woz, qui est dans l'album Rastaman Vibration, est justement une chanson qui condamne cette violence-là qui minait un peu les rues de Kingston. Et donc, à partir de là, ces deux chefs de gang-là vont, à travers des connaissances communes, qui connaissaient Bob Marley, parce que Bob Marley, en dépit de son succès, il n'avait jamais coupé les liens avec les milieux populaires dont il était issu, et certains de ses amis d'enfance étaient devenus des membres de ces gangs-là. Mais en dépit de ça, il n'avait jamais coupé les liens avec eux. Et donc, à partir de là, grâce à ces connaissances communes-là, ils vont le convaincre d'organiser ce concert-là. Donc, bref, c'est grosso modo ce qu'il faut savoir sur cette période-là. Et durant cette période-là, il va aussi, en 1976... Donc, le film tourne autour de cette période, parce que le film s'appelle Bob Marley, One Love. Voilà. On peut regarder la bande-annonce. D'accord. Il tourne autour de la lutte, en fait. Pas trop pour sa musique, pour son combat. Si on se réfère à la bande-annonce. Oui, mais en réalité, dans le film, en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est véritablement une chose, c'est qu'on revient sur les grands titres de Bob Marley et on essaie
reproduire à l'identique la manière dont notamment les sessions studio et les concerts se sont déroulés. Vraiment, ils ont fait un gros effort d'authenticité pour être le plus réalisme possible, d'accord ça. Et puis il faut savoir que tout est en playback, hein. Il n'y a aucune chanson qui est interprétée par Kingsley Ben-Adir lui-même, non. Ce sont tout ce qui concerne les chants, c'est la voix authentique de Bob Marley. Donc ça c'est la première chose. Et puis c'est un film que on peut voir en famille parce que justement c'est un peu ça le bémol, c'est que dans ce film-là on ne remet pas trop, on ne fait pas sortir la complexité en réalité de la personnalité de Bob Marley. Et il y a certaines parties qu'on a carrément même, je pense, partie de sa personnalité qu'on a mise de côté. D'abord, il faut savoir que c'était un rasta vraiment pur et dur. Donc il consommait énormément de ganja. Or, on voit très peu de ganja. On le voit très peu en train de... Il y a une scène là où il a ça avec les enfants dans la voiture. Il y a très peu de scènes où on le voit en train de fumer de la beuh, en fait, ce que je veux dire. En réalité, la beuh, il en fumait tout le temps. D'accord? Vraiment, quand il se levait... Donc il planait tout le temps. Il planait quasiment tout le temps parce que la beuh, c'est pas un élément festif. Il ne consommait pas la beuh pour des raisons festives. Non, il consommait la beuh parce qu'il croyait que c'est cette beuh-là qui les mettait en connexion avec des entités supérieures. Et donc, c'était comme une espèce on était en contact avec son environnement, quoi. Et c'était ce lien avec les ancêtres, ce lien mystique-là, qui lui donnait aussi la capacité de pouvoir créer la musique, sa musique à lui. Donc, il y a cet aspect-là où on met très peu de beuh. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une partie de sa vie qu'on met de côté. On met de côté le fait que Bob Marley n'était pas très présent chez lui, hein. Il était tout le temps dehors, il était tout le temps en tournée, tout le temps en studio. Donc, c'était un père qui était très peu présent. C'est une partie qu'on ne met pas en avant. Là aussi, on ne met pas en avant, c'est le fait qu'il y a une femme aussi en dehors de Rita Marley qui a joué une place, qui a joué un rôle central dans la vie de Bob Marley. C'était Cindy Breakspear qui était Miss Monde 1978 et donc elle était si tu veux la Chiza en chef de Bob Marley, hein, jusqu'à sa mort, et elle a eu un fils avec lui qui s'appelle Damian Marley. Or la vie, le fait qu'il faut aussi savoir que Bob Marley a eu 11 gosses de 7 femmes différentes, et donc et sans oublier d'innombrables maîtresses. Il sortait avec des groupies, il sortait avec des fans, donc vraiment cet aspect-là d'homme volage, de père absent, de grands consommateurs de cannabis, on a mis tout ça de côté. Or, je pense que c'est tout ça qui permettait de comprendre la complexité de l'homme et qui permettait vraiment de saisir l'individu en lui-même pour comprendre qui il était dans le fond. Et donc, je pense que de ce côté-là, pour des raisons certainement commerciales, pour que le film soit le plus diffusable dans un maximum de pays possible, donc on a essayé de mettre en avant le bon père de famille, l'homme fidèle, parce que Bob Marley, en dépit de toutes les multiples relations qu'il a eues, il n'a jamais divorcé de Rita Marley, il n'a jamais songé à le faire. Et donc, on a voulu mettre en avant, donc, je dis, cet homme qui n'est pas un gros consommateur de cannabis, cet homme qui est un bon père de famille, qui est présent auprès de son épouse et de ses enfants, alors que ce n'était pas du tout le cas, et cet homme qui n'a pas eu de relation d'enfants en dehors de son mariage, ce qui est totalement faux. Donc, si vous voulez suivre ce film, il faut le suivre parce que c'est un bon moment de divertissement. Vous allez redécouvrir des chansons de Bob Marley que vous avez peut-être oubliées. Vous allez aussi un peu vous imprégner de la manière dont il travaillait, de la manière dont les concerts se faisaient. Mais attention, c'est un biopic et on sait aujourd'hui que les biopics ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité. Et puis, je vais aller avec un dernier point, c'est que ils ont fait un faux lien historique, en guillemets, je dirais. Parce qu'il faut savoir que Bob Marley a organisé 2 grands concerts en Jamaïque. Le premier, c'était One Love Peace Concert, qui était fait en 78, et pour lequel il a échappé à cette mort, à cette tentative d'assassinat. Mais dedans, on a mis qu'à la fin, dans la période, on a découvert qu'il avait un cancer. C'était pas après ce concert. C'était après le concert de 79 qui s'appelait Smile Jamaica. Alors, Smile Jamaica, c'est aussi un autre concert qu'il avait fait dans le même genre de One Love Peace Concert. Mais là, dans Smile Jamaica, c'était un concert qu'il avait fait non plus pour réconcilier des hommes politiques, mais c'était pour redonner de la force au peuple jamaïcain parce qu'évidemment, les effets liés à ce premier concert ont été dévastateurs. Et donc, Bob Marley
avait un peu cette espèce de il se sentait un peu pas responsable, mais disons que pour lui, le fait que ce premier concert n'avait rien changé à ses yeux l'avait énormément choqué. Et donc, il s'est dit que je vais refaire encore une autre chose. Je vais essayer de soigner les Jamaïcains avec une thérapie que je connais, qui est celle de la musique. Et il va organiser en 79 un deuxième concert qui s'appelle Smile Jamaica. Mais en 79, quand il part, il est bien conscient que la violence sera toujours là et qu'il a aussi toujours le traumatisme de la tentative de l'assassinat auquel il a échappé. Donc, il va quitter la Jamaïque en 79 et ne reviendra que 2 ans plus tard lorsqu'il sera mort. D'accord, il y a un site internet qui mesure les biopics entre la réalité et le film. Oui. Donc, il donne le pourcentage de réalité dans le film. On attend donc que le film soit disponible sur ce site pour voir le pourcentage de réalité dans le film. Exactement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans l'Uda Fresh Morning, on repart en Model School ce matin sur les 104.5 avec Lauryn Hill. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les